Bien, toujours en direct de la brasserie à Rennes. C'est une vraie brasserie, hein, c'est pas un restaurant. La tribune a le plaisir de vous accueillir, très nombreuses et très nombreux d'abord sur place, et puis bien sûr sur nos réseaux sociaux, sur latribune.fr, pour un débat sur transformons la France en région Bretagne. On vient d'entendre notamment le président de la région dire qu'il ne fallait pas baisser les bras, même si parfois il y a des vents contraires, et en Bretagne on connaît bien les vents. Il faut au contraire se mobiliser. Alors sur des sujets de vent, justement, on va en parler sur ces questions d'énergie, avec nos trois invités pour une table ronde sur l'autonomie énergétique et sa transition. Et donc à côté de moi, à ma droite, Marc Dunet, vous êtes directeur régional Bretagne de Total Énergie. À côté de vous, Stéphane Alain Rioux, vous êtes le directeur éolien en mer d'Iberdrola Renouvelable France. C'est vous qui allez pas tarder à allumer le feu, non pas le feu, le vent, sur Saint-Brieuc. Et enfin, Christopher Franquet, président, directeur général et fondateur d'Entex Part Énergie. Vous êtes dans le stockage et les énergies nouvelles. Alors, peut-être pour commencer avec l'énergie qui aujourd'hui est encore carbonée, on va commencer avec Total Énergie. Peut-être Marc Dunet nous dire un petit peu la vision de Total sur la question de l'autonomie énergétique en Bretagne. Il y a une centrale à gaz en Bretagne. Mais pas que. Mais pas que. Et puis, il y a une transition qui est engagée, y compris par le groupe Total. Comment est-ce que, dans une région qui a une particularité quand même par rapport à d'autres, puisqu'il n'y a pas, depuis la fameuse révolte de Plogoff, il n'y a pas de centrale nucléaire en Bretagne, il n'y en aura probablement pas dans le plan EPR, enfin en tout cas à date c'est pas prévu, on reviendra sinon pour en parler. Qu'est-ce que la Bretagne a comme situation énergétique dans le contexte actuel, et on va en parler évidemment, comment renforcer son autonomie. Alors bien, tout d'abord merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, merci de cette opportunité de peut-être vous expliquer, avant de faire un petit focus sur la Bretagne, la transition énergétique chez Total Énergie. C'est un sujet d'ampleur assez colossale pour nous, parce qu'un groupe énergétique comme le nôtre, c'est une prise de conscience, comme beaucoup en 2015, qu'il faut aller vers le net zéro. C'est un engagement fort pour une société qui, en 2015, commercialise 99% et demi de son chiffre d'affaires en énergie carbonée. C'est un petit défi je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais c'est 260 milliards de dollars de chiffre d'affaires qu'il faut transformer vers une énergie non carbonée, avec un objectif à 2050 d'être à 50% de molécules renouvelables, que ce soit électricité, biocarburant, hydrogène, etc. Donc le chantier est colossal. On n'y arrivera pas tout seul. Vous disiez, Président, que ce n'est pas que la Bretagne ou vos petits bras. Nous non plus, on n'y arrivera pas tout seul. C'est ensemble avec la société, avec les pouvoirs publics, avec chacun de nous, parce qu'il y a un sujet sobriété qu'il ne faudra jamais oublier, avec la science, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tout découvert, heureusement. Donc chez nous, ça se traduit comment ? La première étape, c'est 2022. Je peux vous dire déjà qu'on a dépassé les 10% de notre chiffre d'affaires en molécules décarbonées, surtout éolien, photovoltaïque, biomolécules. Alors les objectifs à un peu plus moyen terme, c'est 2030, il faut qu'on ait installé 100 gigawatts, et Jean-Philippe, je ne me trompe pas, de photovoltaïque et éolien dans le monde. Ça vous parle peut-être pas en chiffres, mais c'est 1,5 fois le parc nucléaire français, donc ça commence à être colossal. On est parti de 0 en 2015, il faut qu'on fasse 100 gigawatts. C'est difficile, on est déjà à 18 fin 2022. Ça va être de la production de biogaz avec à terme 20 terawatts en 2035 de biogaz produit dans le monde. On reviendra sur le cas de la Bretagne. C'est des biomolécules avec des signes de transformation importantissimes en France, très symboliques. Total Énergie, ce que vous connaissez tous, c'est les stations-service, les raffineries. Et bien sûr, sur 5 raffineries, il y en a 2 qui sont transformées, une déjà réalisée, une autre en cours, pour fabriquer des biocarburants à base de déchets végétaux et animaux. Donc ça, c'est un signe très fort de transformation. Et on parlait d'indépendance énergétique. Nous, on adhère sur le mot, pas domination, mais surtout autonomie. On a vu le chaos 2022 avec l'arrêt du gaz russe. Il faut s'y préparer encore plus. Et une bioraffinerie, ça consomme des déchets locaux. Donc il faut s'imaginer à la Med, par exemple, qu'on a remplacé des tankers de brut qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent de partout, par des camions remplis d'huile de friteuse. Donc
c'est assez symptomatique de la révolution qu'on est en train de vivre. Des camions qui, pour l'instant, roulent au diesel. Pas tous. Pour l'instant. Pas tous. Certains roulent à l'huile de friteuse, d'ailleurs. On produit du HVO, qui est en fait un gasoil. Ça ressemble à la formulation d'un gasoil, mais qui est fait à partir d'huile végétale. Donc ça, c'est un signe de transformation. Alors sur la Bretagne, je ne perds pas le fil. Sur la Bretagne, on a 2-3 exemples. Le premier, c'est, ça ne se voit pas toujours, mais enfin, les éoliennes terrestres, on les voit, les petits champs photovoltaïques au sol, on les voit. Aujourd'hui, Total Energy a installé à peu près 110 mégawatts de capacité solaire et photovoltaïque sur la Bretagne. C'est 17 champs. C'est par exemple, au mois de novembre, l'inauguration de la centrale photovoltaïque de Las, 14 mégawatts. Ce sera la deuxième plus grande de Bretagne. Tous ces petits bouts-là, ça fait en 2022 1% de la production électrique bretonne. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose 1%, mais l'autonomie énergétique de la Bretagne, ça va se gagner pourcent par pourcent. Après, on fait du renouvelable, c'est intermittent. Il va falloir des outils pour pallier à cette intermittence. Et Total Energy a investi, suite au pacte électrique breton, avec des champs éoliens offshore, on en parlera. Et on va vous changer votre micro. Voilà. Merci pour le changement technique. On vous a entendu, on vous entend. Merci. Et un outil qui est la centrale électrique de Bretagne, qui est une centrale cycle combiné gaz. Alors, c'est pas encore le nirvana, puisque c'est du gaz. Il y aura une partie de biogaz, il y a déjà une partie de biogaz qui rentre dans sa consommation, mais c'est une centrale qui a vocation à pallier l'intermittence du renouvelable. Donc ça fait partie du modèle énergétique d'autonomie de la Bretagne. Cette centrale, en 2022, elle a joué pleinement son rôle, puisqu'avec l'arrêt des imports de gaz, il a fallu produire, et notre part nucléaire un peu en retard, on a produit quand même pratiquement 15% de la conso énergétique électrique Bretagne. Donc 15 plus 1, on y arrive. Je laisserai mon confrère nous expliquer on va regarder comment on fait les autres pourcents. L'éolien offshore, mais ça commence à monter. Merci beaucoup. Peut-être sur un premier point, peut-être Christopher Franquès, sur cette question de l'intermittence et donc l'importance du stockage. Donc peut-être nous parler de votre entreprise et votre vision effectivement de cette transition vers l'électricité. Oui, bonjour tout le monde. Donc en effet, nous on a créé une entreprise il y a 7 ans maintenant, basée à Quimper, 140 collaborateurs dédiés dans l'installation de centrales photovoltaïques, mais aussi de systèmes de stockage d'énergie de grande envergure. Ces systèmes de stockage à base de batteries, principalement batteries lithium, on travaille aussi sur d'autres sujets tels que l'hydrogène, mais aujourd'hui les systèmes batteries lithium que l'on développe, que l'on déploie un peu partout en France et dans le monde, permettent d'intégrer plus de renouvelables sur le réseau. C'est un des freins du renouvelable aujourd'hui, c'est une énergie pas chère, bas carbone, mais elle est intermittente. Comment pallier cette intermittente ? Historiquement, on utilise des centrales charbon, des centrales gaz, comme ça a été dit, mais aujourd'hui, il y a d'autres capacités, ce sont les batteries qui permettent de réguler les réseaux de façon très réactive et de façon plus décarbonée que les centrales gaz ou charbon. Donc ça, c'est important. On travaille sur des projets d'ampleur. Et sur cette péninsule énergétique qu'est la Bretagne, quand même, il ne faut pas l'oublier, on produit peu d'énergie. Bon, on a hâte que les centrales éoliennes offshore soient déployées et mises en service. Mais on a une capacité, une ressource énergétique qui est là. Par contre, il faut l'utiliser et l'optimiser pour le réseau électrique. Et on a une force aujourd'hui, on a la chance de faire partie des leaders français du stockage de l'énergie et de pouvoir déployer ces solutions. On en a déjà quelques-unes qui tournent et on espère que demain, il y en aura des plus conséquentes. Et j'espère surtout en Bretagne parce qu'on est tout au bout de l'Europe et c'est sur le réseau européen que l'on travaille. Alors on va poursuivre la discussion avec Stéphane Alriou, puisqu'en Bretagne, donc je l'ai dit, vous n'avez pas de nucléaire, vous n'avez pas de pétrole, enfin pas plus qu'en France en général, mais en Bretagne, il y a du vent. Et donc il y a ce premier projet, il y en aura d'autres à venir, ce projet à Saint-Brieuc qui avance bien. Est-ce que vous pouvez nous en faire un point ? Et donc l'ouverture est prévue pour fin d'année ? Oui, tout à fait. Peut-être juste quelques mots sur Iberdrola, qui est
pas toujours bien connu en France. Si, on commence à bien vous... Tous les gens qui lisent la tribune connaissent. Les gens qui lisent la tribune le savent. Peut-être vous pouvez le rappeler pour ceux qui n'ont pas cette chance. Pour les autres qui n'ont pas encore franchi le pas, donc Iberdrola, 4e énergéticien mondial, premier européen, leader mondial de l'éolien. Et donc en effet, on est en charge ici en Bretagne de la construction du parc éolien en mer de Saint-Brieuc, 62 éoliennes, 500 MW de puissance. On va fournir l'électricité pour 835 000 habitants. Donc les Côtes d'Armor vont passer en énergie positive pour la première fois. Et donc on va amener, ça correspond à peu près à 9% de la consommation bretonne. Donc on va faire passer la Bretagne de 15% d'autonomie énergétique à 27%. Donc c'est vraiment c'est plus que quelques pourcents. Une belle performance. Vous l'avez dit, on a du vent, on a la mer, on a aussi des entreprises qui travaillent avec nous. Le chantier de Saint-Brieuc, c'est plus de 1700 emplois en France, dont plus de 500 en Bretagne sur les 3 ans. Et comme vous le dites, il y a déjà 12 éoliennes installées. Il y en a, je crois qu'il y a la 14e en ce moment, au moment où on se parle, qui est en cours d'installation. Et donc une livraison du parc pour fin d'année 2023. Et donc les premiers ce qui tombera bien, parce qu'on sera en plein hiver et probablement toujours on sera en plein de hiver, gaz russe. exactement. Et donc les premiers une bonne nouvelle. Les premiers électrons bretons là vont être produits dans les jours qui viennent. Là. Il n'est pas encore prévu de les exporter en Île-de-France, mais on ne sait pas. A priori, le département, l'agglomération rennaise et le reste de la Bretagne, avec la pointe brestoise, on va absorber facilement cette puissance. Juste un mot, on peut dire un mot de la difficulté quand même de ce projet, puisqu'aujourd'hui ça avance bien, mais il a fallu trouver quand même un consensus. Le président en parlait un petit peu tout à l'heure. La société, et c'est pas qu'en France, c'est partout. C'est compliqué, mais en France, ce qui est compliqué, c'est que c'est plus long. Il y a une loi sur les ENR qui arrive, qui cherche à accélérer les projets, parce que si on veut, on va en parler un petit peu, mais répondre à la demande d'électricité qui va être considérable dans les années qui viennent, la transition énergétique, c'est une transition électrique, c'est les voitures électriques, c'est demain la fin des chaudières à glace, donc des logements qui sont chauffés par électricité. Ça veut dire, et on a des projections maintenant elles sont peut-être pas toutes fiables, mais qui donnent une vision assez claire, il va falloir produire 3 à 4 fois plus d'électricité qu'on ne le fait actuellement. Donc d'abord, vous avez un marché pour longtemps, mais comment est-ce qu'on arrive à convaincre? Est-ce que ce chantier n'est pas assez emblématique aussi de cette capacité on l'a vu à Saint-Nazaire aussi, mais ça a mis 10 ans. Alors, il y a plus de 7000 éoliennes qui sont en mer en Europe. En France, avec la 14e qu'on fait, on sera même pas à 100. Donc oui, la France a mis du temps à prendre ce wagon. Iberdrola fournit de l'énergie décarbonée. On est à 80% nous d'offres décarbonées à 100 millions de clients. Et en France, on a pris du temps. Malgré tout, il y a une question d'acceptation sociale. C'est nouveau. La mer est un espace partagé. Il y a des activités historiques comme la pêche, évidemment, qui s'y pratiquent. Et donc, il faut faire la preuve des nouvelles technologies, de notre installation, des techniques de travaux, mais aussi de montrer la capacité de ces champs d'éoliennes, comme celle de Saint-Brieuc, par exemple, où tous les efforts ont été faits pour que la pêche puisse reprendre dans le parc. Et ça, c'était extrêmement important pour la région Bretagne, mais c'est extrêmement important aussi pour la filière des énergies marines, pour l'acceptabilité de ces nouvelles infrastructures dont on a besoin. RTE nous rappelle que pour 2035, on doit passer de 400 TWh à 650, donc il va falloir produire de l'électricité. Et donc on a là de l'électricité qui est produite localement, à proximité immédiatement des consommateurs, et c'est pour nous vraiment une chance que de le développer. Donc oui, les lois n'étaient pas tout à fait prêtes quand l'éolien est sorti. Donc Saint-Nazaire et Saint-Brieuc ont essuyé les plâtres. Écoutez, tant mieux. On a il y a un nouvel appel d'offres qui se prépare. On a l'habitude en Bretagne d'être persévérant. Il y a un nouvel appel d'offres qui se prépare dans le sud de Bretagne. Il y a le futur. Alors, donc, il y a une loi d'accélération. Donc, en effet, là, c'est 10 gigawatts qui sont attendus en mer avant 2035, qui a été d'ailleurs confirmé par Agnès Pannier-Runacher lors des assises des EMR lundi dernier. Et donc, oui, il y a plusieurs appels d'offres en cours, dont des nouveaux appels d'offres qui sont liés à l'éolien flottant.
qui est considéré comme aussi une opportunité extrêmement importante, dont un en Bretagne Sud, du côté de Groix. Donc on est plusieurs concurrents à répondre, vous êtes évidemment. au moins 2 autour de la table à vous intéresser. Oui. C'est un marché extrêmement dynamique, hein, donc il y a évidemment des nouveaux entrants, il y a des personnes plus historiques. Mais qu'est-ce qui peut faire que ça aille vraiment plus vite cette fois-ci par rapport à l'expérience Alors, il y a et les plates que vous avez eues? Il y a toute une batterie de modifications qui ont été faites il y a déjà quelques années sur, par exemple, les recours en justice. Qui font que maintenant on a un circuit accéléré et les plaintes sont directement traitées par le Conseil d'État, la plus haute juridiction française, et ce qui fait que l'ensemble des problèmes sont résolus de manière beaucoup plus rapide. La chaîne industrielle, la filière industrielle aussi, s'est beaucoup structurée en 10 ans. Aujourd'hui, les énergies marines en France, c'est plus de 7500 emplois, c'est plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires depuis l'année dernière, et les régions leaders, c'est la Bretagne avec ses voisines, c'est l'ouest de la France. Donc, peut-être un des sujets aussi, mais c'est pas celui de cette table ronde, il y en aura une tout à l'heure sur la pêche, c'est de rassurer les principaux intéressés, c'est-à-dire les pêcheurs, que ça n'a pas d'impact sur leur activité. Je pense que pour prendre le cas de celui que je connais du parc de Saint-Brieuc, il y a eu énormément d'études qui ont été menées. Plus de 2 millions d'euros d'études par an sont dépensés par Iberdrola. On a fait la preuve qu'il n'y avait pas de problème d'impact sur la ressource, pas d'impact lié au bruit. Et depuis 2 ans, on a les meilleurs, les chiffres records de la pêche à la coquille en baie de Saint-Brieuc. Donc je crois que ça, c'est derrière nous. Ces inquiétudes ont été levées. Et donc, on montre aujourd'hui que c'est quand même une des technologies qui, pour le milieu marin et son écosystème, est la moins impactante. Et moins impactante aussi en démantèlement, puisque au bout de ces 30 années de service, le démantèlement des éoliennes en mer est très simple. On retire l'ensemble des infrastructures et on retrouve le milieu tel qu'il était. Donc non, on a une dynamique très forte sur ces parcs. Et je crois que les challenges pour la Bretagne, c'est l'électricité. Vous en avez parlé, on est sur une péninsule énergétique. On a besoin de produire de l'électricité et en proximité pour la Bretagne. Il y a le souci aussi de la planification spatiale. Ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup sur l'énergie éolienne en mer, parce que les objectifs très ambitieux annoncés par le gouvernement doivent trouver une réalité sur le terrain, et donc de trouver des lieux où le productible de vent est suffisant pour produire de l'électricité, mais où l'acceptabilité sociale, que ce soit par les usagers de la mer, les pêcheurs en premier, mais aussi par les activités touristiques, vont permettre cette compatibilité. Et donc c'est la science du compromis. On en a l'habitude en Bretagne. Depuis plus de 12 ans, il y a des structures comme la conférence régionale mer et littoral qui ont été mises en place. Et donc on compte beaucoup là-dessus, parce que c'est aussi un challenge collectif que de trouver la place de ces activités pour produire l'électricité de demain dont on a besoin. Peut-être un mot pour expliquer la différence entre éolien en mer et éolien flottant. Quels sont les avantages et les inconvénients? Donc l'éolien, aujourd'hui, la technique mature, c'est l'éolien posé, c'est-à-dire qu'on met soit un pieu, soit un trépied, comme c'est le cas à Saint-Brieuc, ce qu'on appelle une jaquette, qui est donc enfoncée dans le sol, et donc on vient mettre l'éolienne sur cette plateforme. L'éolien flottant, comme son nom l'indique, on a des flotteurs qui sont ancrés au sol et qui permet d'aller plus loin en mer, c'est-à-dire dans des profondeurs d'eau plus importantes. Aujourd'hui, on considère que l'éolien posé, au-delà de 50-60 mètres, ça devient industriellement compliqué et en tout cas très cher. Et donc, on va passer sur de l'éolien flottant. Les côtes françaises en Méditerranée et pour partie dans le golfe de Gascogne font que ces profondeurs d'eau sont atteintes très vite. Et donc, c'est une nouvelle opportunité pour l'industrie éolienne. Mais le grand potentiel et la maturité de la technologie restent le posé. Donc, ne rêvons pas à ça sera mieux demain et c'est toujours la technologie de demain. Il faut aussi développer l'éolien posé si on veut répondre aux objectifs de production d'électricité. Donc, c'est les deux qu'on doit mener de front, et on a la capacité en France et en particulier en Bretagne, avec des industriels, de mener ces deux chantiers de front. Marc Dunet, à la fois sur l'éolien, puisque vous êtes effectivement en train de regarder aussi ces dossiers,
Peut-être pour commencer, puis ensuite sur ce qu'on s'était dit, de parler un petit peu des investissements d'infrastructures, parce que c'est bien tout ça, mais... Sur l'éolien, oui, nous sommes un des 10 candidats consortium à l'appel d'offres AO5, et puis candidats sur d'autres appels d'offres en France et partout dans le monde. Donc c'est un secteur sur lequel on croit beaucoup, parce que ça permet de dégager tout de suite des grosses puissances sur des unités spatiales concentrées, donc qui permettent des coûts aujourd'hui assez intéressants. On arrive aujourd'hui sur de l'éolien offshore posé à des coûts d'électricité qui sont proches, voire similaires au nucléaire. Donc ça, c'est une première chose. Moi, je voudrais revenir sur les usages. Ça fait le lien tout à fait avec ce que vous venez de dire sur la production d'électricité que l'on doit atteindre, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que le monde dans lequel on est, il va vers une électrification à marche forcée et très accélérée. Je vous donnerai 2 exemples. Vous avez parlé des chaudières gaz, mais on est déjà dans la mobilité sur une transition vers l'électrique. Sur la voiture particulière, on peut dire que sur le choix énergétique, la messe est dite, ça va être la batterie. Et aujourd'hui, on a une échéance, c'est 2035 en France et en Europe, où on ne commercialisera plus de voitures à combustion fossile. Et pour une entreprise comme la nôtre, qui a 3500 stations, qui distribue du carburant depuis la nuit des temps, c'est une transformation à mener. Ça se voit déjà. Ça se voit en France. On a un certain nombre de milliers de bornes de recharge. Sur la Bretagne, c'est déjà plus de 700 bornes qui sont installées sur les voies rapides, dans les agglos, plus en campagne, chez des clients industriels. La difficulté, là, c'est d'accompagner la croissance du marché. Les ventes commencent à... c'est les deux. En fait, quand même, les ventes de voitures électriques, au mois de mai, étaient très bonnes. Est-ce qu'il y a assez de bornes? Est-ce qu'il y a assez de voitures pour aller se brancher? Est-ce qu'il y a assez d'électricité? Je crois que c'est les 3. Moi, il y a un sujet très concret, mais comment vous allez gérer les temps de recharge, les gens? Vous êtes obligé quand même de prévoir dans les stations Alors, on prévoit plusieurs... y compris pour les enfants. Plusieurs si vous devez attendre une demi-heure que celui d'avant est terminé. Alors, une demi-heure, on est sur un temps qui devient inacceptable pour l'automobiliste. On table plutôt sur 15 à 20 minutes max. Faites le test vous-même. Si vous arrêtez juste pour faire une pause technique et boire un café, ça dure de toute façon un quart d'heure. Donc on n'est pas très loin du temps acceptable. Donc c'est des bornes de recharge haute puissance qui permettront de recharger 80% de sa batterie en un temps entre 15 et 20 minutes. Donc ça... c'est un investissement assez lourd, mais c'est ce qu'on va trouver dans les stations dites de voies rapides ou autoroutières. C'est déjà le cas en Bretagne. Et pour un prix compétitif avec le thermique? Alors oui, c'est un prix compétitif. Après, je veux dire, de toute façon... Ça ne sera pas gratuit. C'est pas gratuit. Rien ne sera gratuit dans la transition énergétique, il faut le savoir. Et ça risque même de coûter un peu plus cher. C'est après l'industrialisation, la massification qui fait qu'on y arrivera. Donc ça, c'est aussi un sujet de transformation visible dans les stations. Vous allez voir. Donc ça, c'est un plan de charge. C'est un plan de charge qui. Combien de bornes dans les stations totales? Alors, à l'horizon? À horizon 2030, on doit installer 150 000 bornes dans le monde, dont 50 000 en France. Donc ça fait un joli petit challenge. Ça fait du travail. Peut-être quelques mots là-dessus, sur les infrastructures. Et je voudrais qu'on parle un peu du secteur de la pêche, parce qu'on avait convenu. Je crois que vous, d'ailleurs, vous accompagnez un peu. Oui, tout à fait. Alors, sur les infrastructures, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'augmenter, de multiplier par 4 quand même la consommation électrique, tout en diminuant globalement la consommation française. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est l'électricité qui va permettre de décarboner. C'est un des vecteurs qui permettra de le faire. Donc pour ça, c'est plus de renouvelables et naturellement, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, plus de stockage d'énergie, parce qu'on dit plus de renouvelables, mais aussi plus d'utilisation et plus de consommateurs qui vont arriver, notamment le véhicule électrique. On va avoir des pics de consommation le soir qui seront plus importants parce que les gens vont venir se connecter chez eux. Et de temps en temps, il y aura des recharges très rapides, mais ce n'est pas ça le frein aujourd'hui du véhicule électrique. Pour en utiliser un moi-même et en avoir plusieurs dans la société, le temps de recharge n'est pas du tout un frein. La recharge se fait la nuit, la recharge se fait éventuellement la journée et, si possible, au fil du soleil. Donc ça, on le fait déjà. On parle de pêche et moi, je suis très proche des énergies renouvelables. Je suis aussi ambassadeur France 2030 qui favorise l'énergie décarbonée, nucléaire et renouvelable. Je ne mets pas ça en contradiction. Pour moi, c'est un mix énergétique global. On aura besoin d'électricité. On aura besoin de toutes les énergies pendant un certain temps. Et l'éolien offshore est l'une des meilleures façons pour le faire. Je le dis alors que Entech,
n'en déploie pas du tout. On est plus spécialisé sur le photovoltaïque qui se développe beaucoup plus rapidement. Et on en parlait ensemble parce que moi je suis fils de pêcheur et en effet c'est un débat qu'on a en famille. On décarboner la pêche. L'éolien offshore fait peur aux pêcheurs, fait peur aux bords de côte parce qu'on ne veut pas avoir plein d'éoliennes un peu partout. Moi je trouve qu'au final c'est toujours mieux que d'aller importer du gaz russe, que d'aller produire des énergies carbonées ou d'avoir éventuellement une grosse centrale nucléaire en Bretagne. Je pense que ce serait un peu plus compliqué à vivre pour les Bretons. Donc on arrive à avoir ces transitions et c'est grâce à ces projets pilotes, ces premiers projets où la population s'habitue à ça. Et c'est ce qui va nous permettre de résoudre cette problématique en Bretagne, de cette péninsule énergétique dont je parlais, mais aussi en Europe, d'avoir une énergie bas carbone, pas chère et sur la durée. Donc ça, c'est vraiment important. Donc moi, je défends ces énergies renouvelables-là et je défends l'autre secteur qui est celui de la pêche. Et je trouve que la table ronde qui arrive tout à l'heure est importante parce que c'est peut-être juste 2 mots sur le rôle de l'électricité dans la transition de la pêche. Est-ce que c'est quelque chose dans les ports, vous travaillez un peu avec eux? Je sais que Total, vous le faites aussi un peu. On y travaille, ça met du temps, ça va mettre du temps. Là, vous avez vu, les gouvernements vont mettre fin aux fameuses niches fiscales dites brunes, c'est-à-dire sur les carburants. Alors, je ne sais pas si ça ira jusqu'aux pêcheurs. Alors, le carburant pêche est déjà détaxé, mais c'est une niche fiscale qui aujourd'hui existe pour les travaux publics. Voilà, donc en tout cas, le jour où on cessera de subventionner les énergies fossiles, il va falloir aider tous ceux qui en ont besoin à changer. Alors, ça peut être par des carburants type des biocarburants, ou ça peut être par l'électrification. C'est quelque chose qui... Il y a 2 choses. Il faut garder notre souveraineté, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi notre compétitivité. Aujourd'hui, en effet, utiliser du pétrole pour la pêche, c'est la solution la plus simple et la moins coûteuse. Parce qu'avec l'électrique, on n'ira pas amener des chalutiers... très loin en mer. Ouais, très loin en mer. Éventuellement pour la petite pêche côtière, mais on pourra faire des choses en électrique et éventuellement en hydrogène. Mais ce sera un mix de tout ça qu'il va falloir faire. Et c'est ce sur quoi travaillent pas mal d'entités, des grands groupes comme des startups. Il faut les accompagner. La Bretagne a cette chance d'avoir des fortes compétences, d'avoir un esprit d'entrepreneur aussi très fort. Et aujourd'hui, moi, je connais beaucoup d'entreprises qui se développent et qui déploient des solutions pour ce secteur-là, dans le but qu'il soit plus compétitif encore. Un mot sur les pêcheurs. J'ai passé toutes mes vacances d'enfant à Concarneau, donc ça me parle beaucoup. Ouais, très bien. Juste pour dire on est partenaire historique de la pêche depuis des décennies avec notre filiale ISBlue qui est basée à Douarnenez. Donc on fournit à peu près 40 à 50% du monde de la pêche en carburant en France depuis des décennies. Et un scoop que je vous ai réservé pour aujourd'hui, c'est on débute au mois de juin sur la Bretagne des essais en mer avec des biocarburants. Donc on commence à tester des mélanges avec combien de pourcents ? 30% de biocarburants. Donc avec notre cible de 40% de réduction des émissions sur la pêche avec 30% de bio, on n'est pas très loin de l'objectif. Alors il y a un sujet, c'est d'abord la sécurité du pêcheur. Quand on change de motorisation sur un bateau de pêche, c'est danger maximum. Donc on y va pas à pas, on teste sur un bateau, on va tester sur un chalutier. Alors le premier bateau... un peu comme pour les avions, quoi. C'est moins compliqué que pour les avions, mais c'est aussi complexe. On est assez confiant puisqu'on va tester sur un bateau de la SNSM. Donc ça veut dire qu'on n'a pas peur qu'il tombe en panne pour aller sauver des gens. Et au mois de septembre, on va tester sur un chalutier. Donc c'est un premier pas vers la décarbonation. Pascal Paoli viendra regarder ça de très près. C'est une première en France et c'est une première en Bretagne et on est très fiers de les accompagner. Un mot de conclusion tous les deux, mais c'est la fin. Donc on parle justement de bateaux. Nous aussi, on a un programme avec les chantiers Piriou et Zéphyr et Boré pour associer hydrogène et propulsion GNL. Et on n'a pas parlé de toutes les énergies. Voilà. Il y a l'hydrogène qui arrive. Et l'hydrogène permet à une petite partie de tout cela, et notamment pour faire les maintenances des parcs éoliens offshore.
Un dernier mot, allez-y. Oui, votre forum s'appelle Transformer la France. Il y a quelque chose d'important pour nous. La filière énergie marine va recruter plus de 1700 personnes en 2023. On manque de bras et de cerveaux. Et donc, c'est extrêmement important pour nous et c'est un challenge majeur. C'est de mettre les bonnes formations en place. Et là, les régions, évidemment, ont la main pour nous aider. Et c'est surtout de l'emploi qui est local, qui n'est pas délocalisé et qui offre des perspectives de carrière à l'international aussi. Donc, c'est vraiment une opportunité pour nous, l'offshore, en France et en Bretagne. Et on compte bien continuer à développer cette fabuleuse énergie. Merci pour la super transition. Merci pour cette table ronde. On va parler de comment former au métier de demain avec l'UMM. Merci beaucoup. Merci.